On vous écoute. Parlez fort. Vous m'entendez? Oui. Alors c'est parfait. Compte tenu de votre exposé, j'aimerais savoir si vous avez des solutions pour combattre ce phénomène que vous avez identifié. Est-ce que les mesures récemment prises par le gouvernement, à savoir le contrôle des mosquées et le recrutement des imams qui va être modifié, pour vous est une mesure efficace ou elle est anecdotique? On rejoint la question. Oui, la question était de savoir si les dernières mesures annoncées par le président de la République sur le contrôle des imams et des mosquées étaient efficaces ou bidons. Bon, oui. Moi, ce qui m'a surpris dans la proposition du chef de l'État, c'est qu'en vérité, le diagnostic est totalement erroné. Et je vous donne un exemple qui va... Parce que c'est une véritable tromperie à laquelle ça donne aussi quelques associations, quelques apprentis sorciers qui ont envie, en vérité, parce que l'islam de France, c'est aussi une manne financière et visiblement ça intéresse certains. Le président de la République a parlé d'imams étrangers. Pour que vous ne soyez pas trompés. C'est quoi cette histoire d'imams étrangers? Il y a des conventions qui sont signées avec 3 États, notamment l'Algérie, le Maroc et la Turquie, pour que ces États envoient des imams, qui sont des fonctionnaires des ministères des affaires religieuses de ces pays. Ce sont des conventions où ces imams qui sont des fonctionnaires viennent en France, ils passent 4 ans, ils gagnent un peu d'argent parce qu'ils sont mieux payés par leur pays, et ils repartent. Il n'y a jamais eu, et je mets au défi n'importe quel fonctionnaire du ministère de l'Intérieur et n'importe quel représentant de l'État, il n'y a jamais eu le moindre incident qui a été signalé, ni d'un point de vue idéologique, ni d'un point de vue criminel, et qui est venu de ces imams détachés, étrangers qui viennent et qui repartent. Et donc on entretient quelque chose de très néfaste. En vérité, les imams qui posent problème en France, 90% d'entre eux sont français. Ils sont nés en France. Ils ont été formés soit en Égypte, soit en Arabie Saoudite. Ils sont pour la plupart frères musulmans ou salafistes. Et au lieu de dire nous ne savons pas comment faire avec ces gens-là, on crée des contre-feux parce que c'est facile. Vous savez, le mot étranger, depuis la nuit des temps, il crée des craintes dans des sociétés qui sont mal informées. Aujourd'hui, la question, c'est que M. Macron voudrait que les imams soient formés en France. Il y a même Marine Le Pen qui voudrait que les imams soient formés en France. Je veux aussi que les imams soient formés en France. Sauf que, vous savez, et je le dis dans un institut d'études politiques, pour former, il faut des formateurs. Pour former, il faut un programme pédagogique. Pour former des imams qui demain vont être des ministres des cultes, il faut choisir le dogme, la doctrine sur laquelle on va former, sur quelle base on va former, sachant qu'il n'y a pas de clergé dans l'islam sunnite. Et qu'est-ce qu'on va former? On va former plutôt des chiites ou des sunnites? De quelle école de pensée? Plutôt des hanbalites proches des saoudiens ou des malikites plutôt proches des marocains ou des algériens ou plutôt des soufis? Donc, à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, le président de la République, je pense qu'il a été mal conseillé, mal informé, pour pouvoir former en France, il faut créer le cadre, d'abord juridique, il faut créer le cadre logistique, administratif, et enfin le cadre idéologique. Il n'y est pas encore. Donc, cette question d'imams étrangers, ce sont des imams qui sont des pays, alors là, pour le coup, je les défends, y compris la Turquie, parce qu'ils ont intérêt d'envoyer des imams qui jouent le jeu. Ceux qui ne jouent pas le jeu, ce sont des gens qui sont dans des circuits parallèles, le plus souvent, et qui ne sont pas dans des circuits qui rentrent dans des conventions d'État à État. Vous imaginez, un État, quel qu'il soit, le Maroc ou l'Algérie, ne vont pas signer une convention avec la France pour envoyer des intégristes. Ça se saurait, ça créerait des incidents diplomatiques très graves. En vérité, le delta des imams étrangers sont soit résidents, soit en situation régulière ou pas. Ça représente à peu près 10% de ceux qui posent problème. 10%.
Alors c'est le nom donc, de l'UCLAC, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Ces statistiques sont très claires. 10% seulement des gens radicalisés suivis sont des étrangers. 90% sont des Français. Et 25% sont des convertis. Issus de 25%, le quart. 13% sont des déséquilibrés. Donc 87% sont des gens sans esprit. 33% sont des femmes. Donc, je veux dire, ces réalités-là, il faut les connaître pour pouvoir mettre en place une véritable politique qui ferait face à l'islam politique. Dernière question, j'ai promis une dernière question, c'est vous, monsieur Alexis. Écrivez-le au président de la République. Attendez, allez-y. S'il vous plaît, nous dire quelles sont la source d'inspiration ou d'aspiration de ces nouveaux réformateurs qui apparaissent comme ça pour les demi-siècles. Il y a bien une base sur laquelle ils s'appuient pour pouvoir réformer le système dont on parle. Oui, en fait, très vite, parce que j'en ai parlé, mais bon, comme c'est complexe. La question, c'est quelle est la base, la matrice idéologique, la base sur laquelle se fondent ces fameux réformateurs dont on parle pour diffuser construire leur idéologie, la diffuser. J'ai parlé en introduction de cette école, de cette fameuse école hanbalite qui, à mes yeux, représente la matrice idéologique. La véritable matrice, la cellule souche, d'où proviennent l'ensemble des pensées islamistes qui sont aujourd'hui portées par à la fois les courants proches de l'Arabie Saoudite ou les courants proches des frères musulmans. Mais plus globalement, Madame tout à l'heure avait dit quelles sont les préconisations qu'on pourrait mettre. L'une des préconisations majeures, je ne vais pas vous le répondre parce qu'en fait c'est un sujet de thèse en soi, comment combattre l'islam politique, mais c'est trop dramatique et donc ça ne peut pas se résumer en deux, trois minutes. Mais toujours est-il que l'une des moi plus on me dit j'arrête, plus je continue. C'est pour votre bien, c'est pour aller signer, moi. Non, je ne suis pas commerçant, je viens surtout parler et échanger avec le public. Le commerce, on s'en fout. Le plus important, c'est que, je terminerai par ça, le plus important, c'est d'arriver à neutraliser la diffusion à partir des maisons mères. Et aujourd'hui, la diffusion à partir des maisons mères la diffusion se fait à travers les livres, à travers des idéologues, à travers Internet. Or, l'ensemble de ce corpus, quand on l'analyse, à 80%, je vous dis un chiffre comme ça, mais pour vous dire que c'est énorme, est financé, porté par le Qatar et l'Arabie Saoudite notamment. Donc, il faut arriver, ne serait-ce diplomatiquement, à stopper, dans nos relations diplomatiques, les amener à stopper cette diffusion de l'islam politique, qui est déjà chez nous, et qu'on doit aujourd'hui, à laquelle on doit opposer un véritable contre-discours, mais ce contre-discours ne peut être généré que par des musulmans. Or, ces musulmans, pour qu'ils génèrent ce contre-discours, il faudrait qu'ils puissent se sentir en sécurité. Le problème, c'est que tant que les autres sont là et puissants et qu'ils opposent à tout contre-discours une menace, une excommunication, voire le meurtre, vous ne pourrez pas voir suffisamment de religieux qui assumeraient leurs responsabilités, surtout qui ne se sentent pas soutenus, et assumeraient leurs responsabilités pour apporter véritablement un contre-discours à ces logiques islamiques. Je vous remercie. Mohamed Sifaoui, candidat, vraiment et l'édition de l'Observatoire qui va se rendre à la librairie pour signer son livre et vous le dédicacer si vous le souhaitez, mesdames et messieurs.